Salut les filles de l'Imp, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Vous les connaissez, ces moments où vous oubliez de manger, vous oubliez de regarder l'heure, vous êtes totalement absorbé dans la tâche que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas bougé depuis pas mal de temps et pourtant vous vous sentez hyper vivante. Ces moments-là, c'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle le flow. Et si je vous parle de flow aujourd'hui, c'est parce que c'est le titre de ce podcast, les bulles de flow, et j'avais envie de revenir sur ce terme, même si on a tous une idée de ce que ça peut bien être ce flow, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. D'abord, il faut rendre hommage à celui qui l'a inventé. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, à peu près, j'espère avoir bien prononcé. Je pense que c'est le mot le plus compliqué à prononcer dans tous les noms de famille que je connais autour de moi. Au-delà de son nom imprononçable, ce psychologue hongrois s'est fait connaître pour sa contribution dans la recherche sur le bonheur et sur la créativité, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces deux domaines-là. Et puis c'est lui qui a vraiment mis au jour cette notion de flow. Il l'a mise au jour après être allé interviewer plein de monde dans plein de domaines différents, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le monde des artistes ou que ce soit chez les sportifs. Il est allé chercher des témoignages chez des milliers de personnes qui lui ont raconté ce même état de bien-être profond qui fait que comme si tout s'arrête et puis qu'on est complètement captivé par une seule activité. Et donc c'est comme ça que cette notion de flow est arrivée à la lumière et qu'on a pu le définir et le décrire un petit peu plus. En fait, lui, il explique qu'il y a deux façons principales de voir le bonheur. Il y en a une, c'est comme si c'était un trait durable. C'est-à-dire, vous savez, ces personnes qui, quels que soient les événements qui peuvent se passer dans leur vie, elles vont toujours être plutôt dans le ressenti du bien-être. C'est des gens qui vont être hyper positifs, qui vont toujours voir les choses du bon côté, etc., etc. Puis l'autre manière, c'est un état qui est beaucoup plus passager, qui est lié soit à un événement précis, soit à un environnement particulier. Et donc ce concept de flow, il a été présenté par notre psychologue hongrois dans plusieurs bouquins. Et il va comparer plein d'activités, par exemple l'escalade, à des modèles qui sont capables de transformer la société parce que ça offre des expériences qui sont tellement motivantes qu'elles poussent les gens à agir et à changer. Et si vous voyez quelqu'un qui fait de l'escalade, on voit très bien qu'il y a ce phénomène qui se produit. C'est que c'est des gens qui vont d'abord adorer faire ça, qui vont y retourner très régulièrement et qui vont progresser petit à petit. Et il y a plein d'actions comme ça, il y a plein d'activités comme ça qui nous plongent dans quelque chose qui devient gentiment, très très doucement addictif. Et le flow, c'est quand même quelque chose de très addictif. Et pourquoi c'est addictif ? Eh bien parce que on est quand même beaucoup plus heureux quand on entre dans un état de flow, dans cette immersion totale et concentrée dans ce qu'on fait, que dans n'importe quel autre moment de notre vie. Et donc, puisque c'est si agréable, on a forcément envie d'y retourner. C'est QFD, il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué pour le comprendre. Il décrit, lui, 9 caractéristiques qui vont distinguer clairement cet état pour qu'on le comprenne bien. D'abord, il dit que c'est quelque chose qui se situe dans un équilibre entre les défis et les compétences qu'on a déjà. Donc c'est quelque chose qui va pas nous mettre trop en difficulté, mais qui va quand même nous donner un petit peu de fil à retordre ou qui va nous permettre de plonger complètement dans une activité. Il dit aussi que c'est une fusion entre une sorte d'action et une attention. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'action et dans l'agir, et à la fois dans l'attention qu'on doit porter à ce qu'on est en train de faire. Il parle aussi d'objectifs. Il faut que les objectifs soient clairs, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et on sait vers quoi on va. Et puis, il y a un feedback immédiat, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite le bénéfice à tirer de ce qu'on est en train de réaliser. Il y a ce phénomène de concentration intense dont on parle tout le temps quand on parle de flow. Et puis, une sorte de contrôle un peu paradoxal. C'est vraiment très particulier cet élément-là, c'est qu'on est à la fois en train de lâcher prise en étant pleinement dans une activité.
Donc c'est comme si tout le reste ne compte plus, mais il n'y a plus que l'activité qu'on fait qui prend du coup tout à coup toute la place. Logiquement, ça va transformer notre perception du temps, puisque le temps va tout à coup plus du tout exister, ou en tout cas s'étendre d'une manière très différente de quand on est consciente de ce qui se passe en termes temporels. On va aussi perdre un peu la conscience de soi, parce qu'on n'existe plus, c'est-à-dire que par exemple, quand on est en état de flow, on va plus avoir de sensation de faim ou de soif. Et puis, c'est une expérience qui se suffit à elle-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres artifices, c'est pas nécessaire. L'action qu'on est en train de faire se suffit à elle-même. Personnellement, moi j'ai rencontré le flow en étant assez jeune par la lecture, parce que la lecture pour moi c'était fondamental, c'était hyper important dans ma vie, et donc c'est entre les pattes de Nestor. Alors Nestor c'était un ours en peluche que j'avais gagné dans un concours, puis il était grand et il était hyper confortable, et donc je me mettais entre ses pattes, je m'installais la tête collée à sa tête et je pouvais lire pendant des heures. Et donc lire, pour moi, c'était l'activité qui m'amenait le plus de flow. C'est celle-là qui me permettait d'être le plus connectée avec ce qui était le plus important pour moi. Et donc, je pouvais passer des heures sans parler, sans bouger, sans boire, sans manger, totalement plongée dans ma lecture. Et j'en ai fait pendant des années, de ces moments de flow très particuliers. Et dans ces moments-là, tout est oublié, mais c'est aussi un moment de focus. Et pour les gens qui ont des profils un peu atypiques, comme celui que je suis en train de découvrir pour moi-même, eh bien, c'est extrêmement utile. Parce que d'être focus, c'est aussi laisser tomber un peu ses pensées et se donner plus d'espace pour pouvoir se reposer, pour pouvoir souffler, pour pouvoir plonger complètement dans une activité sans avoir des pensées qui partent dans tous les sens à tout moment. Et donc, c'est incroyablement reposant, c'est incroyablement apaisant et c'est très très nécessaire quand on a tendance à partir dans tous les sens. En fait, dans ce qui se passe dans le flow, c'est que notre cerveau va entrer dans un état de concentration maximale. On peut dire que la partie de notre cerveau qui est celle qui doute, qui juge ou qui analyse, elle se met en pause. Celle-là, elle est plus du tout efficace. Et par contre, c'est les hormones de plaisir comme la dopamine ou les endorphines qui vont prendre le relais. Et c'est ce phénomène-là qui se produit. C'est comme ça qu'on perd la notion du temps, qu'on perd parfois même la notion de soi-même. Et qu'en même temps, paradoxalement, c'est exactement dans ce moment-là qu'on se sent le plus soi-même. Et donc, à quoi ça sert le flow et qu'est-ce qui permet ? En fait, c'est pas seulement quelque chose d'agréable, mais c'est surtout quelque chose de très utile. Parce que ça nous apporte de la clarté mentale. Ça nous apporte tout à coup un espace dans lequel on peut de nouveau se mettre à réfléchir. On peut de nouveau se mettre à créer ou à inventer ou à imaginer d'autres choses. Et puis ça donne ce sentiment d'accomplissement qui est tellement agréable parce qu'on a vraiment profondément l'impression d'être absolument la bonne personne au bon endroit. Même si on le mentalise pas du tout, c'est quelque chose qui va se fixer presque dans notre corps, dans notre attitude, dans notre façon de pouvoir vivre les choses à la minute, d'une minute à l'autre. C'est aussi un énorme réducteur de stress, parce que le fait de se poser de cette façon, le fait de se plonger dans une activité de cette façon-là, ça va nous recharger les batteries. Et c'est donc extrêmement utile, extrêmement important. Et puis c'est aussi pour ça que ça booste la créativité, ça aligne ce qui fait sens pour nous, et donc c'est un outil, c'est un moyen extrêmement puissant qu'on va retrouver par exemple dans les activités de journal créatif. Ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vais faire un second épisode sur le flow pour vous parler précisément de comment la créativité va être une source de flow, va être une manière d'entrer dans cet état d'être très particulier. Mais avant de terminer l'épisode, j'ai envie de vous demander si vous, pendant que je vous racontais tout ça, vous avez identifié des moments où ça vous met naturellement en état de flow. Ou alors, vous pourriez, par exemple, vous offrir un rendez-vous avec ce moment de flow que vous avez identifié, que vous connaissez, qui est présent dans votre vie. Eh bien, offrez-vous un rendez-vous avec ce moment de flow à un moment ou à un autre de cette semaine. Juste vous, votre flow et un peu de temps volé au monde. Je crois qu'on a assez raconté de choses pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à demain pour la suite de ce sujet.